Bonjour tout le monde, épisode je sais jamais c'est lequel, mais voilà. Et aujourd'hui on a Eric de Néon Cobra de Strasbourg. Bonjour Eric. Salut. Bonjour. Mhm. Merci, merci de m'inclure dans ton projet là. Ah bah, avec plaisir. J'y pensais depuis déjà un certain temps et d'abord bah, je vais revenir un petit peu sur moi, ma découverte de Néon Cobra. Donc moi j'avais fait la rencontre d'un de tes anciens collègues, c'était une convention de Lille, je sais plus quelle année. C'était la convention de Lille d'il y a, ah, c'est pas grave, il y a 3 4 ans je dirais, quelque chose comme ça, où j'avais rencontré Vert de Gris. Oui, ouais. Voilà. Du coup, ça devait être en 2021 peut-être. Quelque chose comme ça, oui. Et quelques temps plus tard, enfin après avoir découvert un peu votre shop, voilà, j'étais venu faire un petit guest chez vous. Et surtout, j'ai découvert ton travail. Et voilà, depuis j'y pense parce que tu rassemblais pas mal de choses que j'aime vachement dans le tatouage. Et donc voilà, j'y pensais depuis un certain temps. Donc je suis très content aussi de te recevoir, Eric. Et, Merci. alors, bon, toi, t'es à Strasbourg. Le studio, c'est Néon Cobra. Vous êtes là depuis combien de temps, à peu près? Là, on commence notre quatrième année dans les locaux D'accord. ensemble. Voilà, Toi, 4 ans. en France, t'as toujours... Alors, on va commencer par le début, parce que toi, t'es pas né en France, c'est ça? Si, si, je suis né en France, mais de mère américaine. Ah oui, voilà. Donc ouais, j'ai des racines américaines un peu brèves parce que j'y suis allé pendant une période de 5 ans. On a habité là-bas en famille, mais on est assez vite revenu. Donc j'étais assez jeune, entre 8 ans et 13 ans, j'étais aux États-Unis. Ok, Les années clés de formation de mentale, je crois. d'accord. Le début du démoulage de cerveau, quoi. Et c'est quoi ton premier contact avec le tatou, le plus loin que tu te souviennes? Ben, c'est simple. Aux États-Unis, j'ouvre un magazine de skate qui venait de sortir, qui s'appelle Thrasher. Mhm. Et voilà, je découvre Petit tout magazine. tout un monde différent de ce que j'avais eu l'occasion de vivre jusque-là, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu par le skate et le skateboard, punk rock, metal, tous ces gens tatoués et impressionnants quand tu as 11 ans, 12 ans. Yes. Du coup, voilà, quoi. C'est un peu mes idoles étaient tatouées. Mes idoles du moment étaient tatouées, quoi. Et ça m'a ouvert un peu l'œil. Il y a carrément une interview dans un magazine de métal, je sais pas quoi, sur le chanteur de Skid Row et ses tatous et tout ça, quoi. Je m'en Yes. souviens bien et du coup, ça c'est resté dans mon crâne pendant longtemps. Puis après, le tribal à l'époque, voilà. Yes. Ah, ça me Et, rappelle les magazines Savage Tattoo que quand j'étais ado, il y avait une librairie, ils recevaient tu vois ouais. ce magazine Eh ben non, mais ça c'était peut-être français, je Non, sais pas. c'était américain, mais il y avait, je sais pas comment, cette petite librairie recevait les Tattoo Savage et en fait, donc le magazine était en anglais et il y avait un encart au milieu Ouais, ouais, avec les pages et les traductions, tu vois. Enfin, c'est un truc qu'on verrait même plus aujourd'hui. Et à l'époque, je me souviens, ils avaient toujours des articles avec des membres de groupe et là, c'était Neurosis, je m'en rappellerai toute ma vie. ouais, Et genre, ouais, ouais, les mecs montraient leurs tatous, machin truc et ouais, ouais. ouais, cool. Mais ouais, 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 je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense qu'on est plein à avoir découvert un peu le tatouage grâce à ces musiques-là et tout. ouais, c'est ça, hein. Et alors, Après, les magazines de tatou, ils étaient rangés sur le rack du haut, tu sais, parce avec, qu'il y avait avec les pornos? le biker et les trucs avec dès qu'il y a un téton qui pointe, ça devient tout de suite illicite. Donc, Ouais. c'est sous l'œil, le regard du gars de la station essence, là où j'allais visiter les magazines. Yes. Et j'avais pas accès à ça. Je me Mais souviens que quand j'avais acheté mes premiers Savage Tattoo dans cette librairie, le mec m'avait regardé comme si j'avais acheté un porno, tu vois. C'était genre limite interdit. c'était ça, quoi. Puis les mœurs à Topeka,
pour un bon jeune homme, c'était de pas justement tomber dans ce monde-là, quoi. C'était où, Topeka? Topeka, c'est au Kansas, c'est l'État le plus au centre de tous les États-Unis. Là, si tu traces une diagonale dans les deux sens, ben, t'es en plein milieu, quoi. Ok. Et plein ouest. C'est pas un État qui est très très stimulant, mais il y a beaucoup de gens intéressants là-bas maintenant. J'ai repéré quelques tatoueurs là-bas qui sont vraiment super intéressants et de très bonnes, Ok. très haut niveau, je trouve. Il y a pas mal de builders aussi qui sont assez intéressants dans le coin de Kansas City. Tu as encore des contacts avec cette région? Enfin, il y a de la famille Oui. ou... Alors, j'ai contacté par le biais d'Instagram les gens de la boutique Old Souls que j'étais allé voir dans un premier temps juste pour rencontrer et puis ensuite y retourner pour y bosser un petit peu. Sachant que j'ai encore ma famille là-bas, c'était un assez bon un argument tu vois, de venir voir la famille et puis par la même occasion et rencontrer du monde. Et j'ai rencontré très sympa, très intéressant et très doué, avec un point de vue très ouvreur d'esprit, quoi, on va dire. C'est toujours stimulant, quoi. Et alors, toi, ton introduction dans le tatouage, ça s'est passé comment? Je veux dire, il y a eu une rencontre, il y a eu un truc. Quand je suis revenu en France, fin de lycée, j'étais dans un groupe, on jouait du punk rock, et le chanteur, moi j'étais guitariste, un des deux guitaristes, très mauvais guitariste, et le chanteur, il tatouait. Okay. Et du coup, disons, je crois que c'était pour mes 18 ans, pile poil à l'âge où j'avais plus de compte à rendre apparemment, je me suis fait offrir un tatou par mon ami Fred Boucher qui tatoue encore dans le coin de Strasbourg et à Markosheim pour être précis, pour faire sa pub. Il m'a fait un tatouage, mon premier tatouage que j'ai dû dessiner. Okay. Et j'étais déjà assez dans la peinture et le dessin et tout ça depuis un long moment. Et il m'a demandé de dessiner mon premier tatou et du coup je me suis dessiné un petit motif pour mon poignet et qui m'a réalisé. Il m'a fait une flèche de graffiti, quoi. Il y avait une flèche sur mon poignet, quoi. Et du coup, voilà, c'était mon premier tatou et par le biais de mon pote chez lui sur un banc de muscu. Et toi, la première fois où t'as commencé, je veux dire, à vouloir faire du tatou, ça s'est passé comment? Alors, ça s'est pas passé tout de suite. J'étais un peu désenchanté par mon premier tatou. Je n'avais pas encore trop compris comment la peau et tout ça allait accepter le motif. Je n'étais pas satisfait. Je pense qu'il avait fait un très bon boulot. Je n'étais pas satisfait du fait que ça reste pas ultra précis dans la peau, que le noir il devienne un peu plus terni. Enfin, on connaît l'histoire, tu vois, de l'encre dans la peau, quoi. Et moi, je connais pas ça, donc je pensais que c'était un manque technique ou quelque chose. Je me suis fait recouvrir le premier tatou par un deuxième tatou, par le même Fred. Et après, j'ai juste mal vécu mon deuxième tatou parce que, encore une fois, les coins ils étaient pas assez pointus, l'encre, c'est voilà. Du coup, je me suis refait recouvrir ou étendre, on va dire, par quelqu'un d'autre pour voir, tu vois, si c'était pas une faute technique de la part du premier tatoueur. Ouais. Le deuxième tatoueur, c'était Reynald de Asphalt Jungle à Strasbourg qui m'a bien dépanné, qui m'a fait un autre tatou. Encore les trois premiers, j'ai dû les dessiner. Donc Reynald, il m'a redessiné le troisième tatou aussi, mais toujours par-dessus.
Et à ce point-là, j'étais j'en avais assez ras-le-bol du tatou et de l'emprise que ça avait sur ma vie et de mon corps. Et, je réfléchissais plus trop à comprendre le tatou. Je voulais juste un bon tatou et qu'on n'en parle plus. Et à ce moment-là, Reynald m'avait proposé éventuellement un apprentissage. Et je lui ai dit non, que j'en avais marre des tatous et que je voulais plus en entendre parler. Et du coup, j'ai refusé mon premier apprentissage. C'était vers quelle année ça qu'on se situe Au club 97, je crois. Yes, ok. Et en sortant de là, je me suis dit, t'es con. Mais j'ai donné, tu vois, je reviens pas trop vite sur ma parole. Donc j'avais dit non et ça m'a mis le petit feu dans la tête, quoi, à dire si maintenant tu dois apprendre à tatouer, comment tu fais, tu vois. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à regarder les tatous et à m'intéresser aux tatous. Ok. Et c'était l'époque aussi où je préparais un petit dossier pour les arts déco parce que je venais de terminer le lycée et j'étais en recherche de quelque chose qui allait pouvoir m'éviter de faire le service militaire. Ah ouais. Et à la fac, et j'étais dans mon année d'inscription à la fac et j'allais aux arts déco l'année d'après, mais ça il fallait que je fasse un dossier. Mon dossier c'était sur le tatou. Okay. Une partie. Et là j'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais voir. Mais comme un idiot, sans me renseigner auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire les tatoueurs. Donc, je me suis fait mes petites idées moi-même de tatouage, à faire des mock-ups, à prendre des photos de moi et faire sur mon visage, et prendre des découpes dans des magazines et à tracer sur des corps et tout ça. Ok. Et ça, c'était ma première approche du tatou. Ok. À l'époque, j'habitais en coloc, dans une grande coloc. Et il se trouve que ma colocatrice avait un set de machines et elle faisait des tatous dans l'appart aussi. Et c'est là où j'ai commencé à tâter un peu de la machine et à me tatouer moi-même sur ma jambe. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi cette machine ? Alors la machine, je m'en rappelle pas, mais c'était peut-être une Jet ou une Spalding, parce que c'était très chromé. D'accord. Voilà. Donc il y avait plein de chrome, ça brillait de partout, et il y avait des bobines hologrammes, donc oh waouh. C'était genre le futur. Ah, le futur. Ouais, moi ma première Jet France c'était ça, quoi. Qu'est-ce que je m'en veux de plus l'avoir, bordel. Tu sais, le truc c'est qu'elle m'a filé plus tard, quand j'ai commencé à tatouer, elle m'a filé une partie de son kit. La pédale, c'est une Jet France et je l'ai toujours, elle marche toujours. Et c'est increvable ce truc, c'est assez incroyable. J'ai piétiné 1000 fois. Je me rappelle le ressort de vitesse avec la petite pastille en argent là. Ouais. Alors moi c'était un clicker, un interrupteur, mais j'ai dû la démonter une fois pour étendre le ressort et puis c'est tout quoi. Une fois en 15 ans, ça le fait quoi. Ouais, plutôt intéressant. Ouais, voilà. Je sais plus qui l'année dernière m'en a remontré une qui avait retrouvé une machine de chez Jet France, mais état impeccable, genre qui avait jamais servi quoi. Et franchement, la machine a de l'allure, hein, je veux dire. Tu as traîné dans les trucs comme le Bon Coin, t'en as, hein. T'en trouves même dans des fois dans les ventes, les brocantes, les trucs comme ça se trouve. Ouais. Et c'est pas, je dirais que c'est pas non plus quelque chose qui me tarde d'avoir dans ma collection. Je trouve ça intéressant, mais j'aurais peur de tatouer avec. Je pense que ça marche très bien. Mais j'en ai eu certaines que j'ai fait tourner, et puis c'était pas. Je pense que j'aurais vite voulu le démonter et remettre un nouveau ressort ou faire quelque chose, tu vois, mais pas à mon goût trop souple, quoi. Donc, mais bref, et du coup, j'en étais où ? Parce que moi, je dis la machine de la coloc qui était. Ouais, voilà. Et du coup, j'étais en coloc, je me gribouillais un peu dessus. Je lui avais demandé de me faire des tatous et puis elle m'a laissé faire un peu du remplissage.
Ça, c'était vraiment mes premières approches du tatou. Ok. Et j'ai laissé tomber. J'ai vite eu autre chose à faire, c'est-à-dire trouver vite du travail pour avoir de l'argent. Et je suis parti dans un autre monde qui est celui du spectacle, et ça m'a un peu éloigné de tout ça. Ok. À découvrir un nouveau métier, et j'avais pas la tête au tatou, à part quand mes potes ils me demandaient de dessiner des motifs. Yes. Et du coup, j'ai dessiné pendant longtemps. Je dessinais de toute façon pour moi. Je faisais de la peinture pour moi et tout, mais de temps en temps, je dessinais pour les amis. Et eux, ils prenaient les dessins et ils allaient se faire tatouer avec mes motifs. Il s'est passé combien d'années comme ça on va dire, avant, tu vois, enfin, t'es resté combien de temps dans le spectacle à ce moment, à cette période? Moi, dans le spectacle, j'ai dû faire un peu plus de 15 ans. Ouais, t'as pas chômé une carrière, quoi, en fait. Ouais, 10 ans sur la route. 15 ans de ferraille technique et de levage. Et c'est très bien, j'adore ce métier. T'étais quoi exactement dans le spectacle, toi? Je fais du rigging. Ah oui, ok, rigueur. Du levage, et puis après, je suis passé en un peu plus élaboré, mais dans la déco, levage, rigging, levage, déco, un peu pas touche à tout, mais voilà, des postes intéressants qui étaient très c'était sympa, et puis j'étais entouré de gens géniaux. C'était vraiment tu sais que j'y retourne un peu là dans le spectacle parce que effectivement par rapport à la baisse d'activité, etc., je fais partie de ceux qui ont dû trouver un petit truc à côté pour subsister, on va dire. Et bref, moi aussi. Bah ouais, voilà, hein, n'ayons pas peur des mots. Et là, je me retrouve de temps en temps aller rebosser là-dedans. Bon, ça me déplaît pas, hein, franchement, je suis pas malheureux avec ça. Maintenant, je préférerais faire des tatous, on va pas se mentir, mais moi, j'aime les deux. Je trouve que les deux ça me plaît. Bah ouais. J'aime bien j'aime bien le rigging. J'adore ça. Je suis un rigueur dans le cœur. Je suis pas le meilleur du monde, mais j'adore faire ça. Je me suis tâté à passer le CQP accrocheur rigueur, justement, parce que là, je bossais un peu dans la déco cet été, et bon, c'est pareil, ouais, c'est un terrain de jeu que je trouve très, très, très intéressant, ouais. Ouais, c'est un beau métier. C'est un métier qui est très difficile, et il faut avoir la tête sur les épaules, et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les gens qui font ce taf. Ouais, puis il y a un truc, une image que j'aime toujours, qui est ce truc de voir toutes ces fourmis travailler, comme ça, grosse organisation pour un truc, une finalité, c'est le spectacle, le plaisir des gens. C'est quand même quelque chose, je veux dire, quand tu vois, t'as 200 personnes qui sont en train de s'activer, pourquoi? Pour que les gens passent un bon moment. Enfin, c'est super. Ouais, mais j'ai rencontré ma chérie en tournée, et on a fait notre vie ensemble. Ça fait 20 ans cette année qu'on est ensemble. Ah, c'est chouette. Et elle, c'est la même chose. Elle est habilleuse, mais elle est vraiment la finalité de ce truc, c'est genre juste avant l'ouverture, ce moment de calme avant la tempête, de juste avant le show, quand t'as tout le public qui est dans la salle et que ça murmure ou comme ça, et il fait chaud, il y a du monde, ça respire, c'est fou, quoi. C'est vrai que c'est un peu magique, ouais. Ouais, voilà. Et tu sais que dans 5-6 heures, la salle sera vide de nouveau, et les camions sont chargés, et tu repars, quoi. Démontage et la même chose le lendemain. C'est génial. C'est un sentiment, c'est un truc extrêmement satisfaisant. Je suis d'accord avec ça. Voilà. C'est comme faire une belle pièce, un tatou, auquel tu n'as aucune reproche, et la personne repart avec un grand sourire et dit on se reverra. Ouais, cool. Ça, c'est chouette. C'est ce qu'on veut, quoi, tu vois. Bah ouais. Voilà. Alors, du coup, la suite, parce que du coup, t'as fait ça pendant une quinzaine d'années, et qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce qui t'a fait... Du coup, ouais. Vas-y, je t'écoute. Et du coup, la suite j'ai dû laisser tomber un peu mes activités pour me plonger à fond dans le métier que j'étais en train d'apprendre. C'était que
en fait, chasse le naturel, il revient au galop. C'était un métier où j'avais un peu du temps pour dessiner aussi dans les après-midi quand il n'y avait pas de taf. Et j'ai continué à dessiner et je continuais aussi à m'intéresser un peu au tatou, à dessiner pour faire des tatous et tout ça. Et j'avais un collègue qui se faisait tatouer, pour qui j'avais préparé un projet d'avant-bras. Et il est revenu avec une nouvelle, c'est que j'allais venir assister au tatou. Et le tatoueur, un autre, Fred Garcia, du coin de Strasbourg aussi, qui m'a un peu vraiment mis le pied à l'étrier, dans la mesure où il m'a dit tu vas regarder et puis je te laisse faire les choses qui sont à ta portée, c'est-à-dire faire du remplissage, essayer de faire un peu des lignes et tout ça. Et j'ai commencé vraiment à le faire sérieusement avec Fred à mes tout débuts, quoi. Et là, on est vers c'est quelle là où année? je me suis vraiment mis des machines dans les mains et à vraiment me sentir concerné par ce qui se passait dans la peau, pas juste sur le papier. Voilà. Donc merci Fred. Et du coup, t'as démarré une sorte d'apprentissage avec lui ou... C'était pas techniquement un apprentissage, mais il m'avait montré beaucoup de choses du début, sans nécessairement me les expliquer pour me former, tu vois, mais il me montrait, quoi. Okay. Et il m'a dit, là, tu peux faire ces lignes-là, donc vas-y. Donc, je faisais des lignes quand il me faisait faire des lignes, et puis je faisais du remplissage quand il me disait de faire du remplissage. Tout ça sur le même bras de mon pote. Et Fred, il était en train de partir de Strasbourg à ce moment-là. Et à un moment, on n'avait pas fini le bras, il m'a dit, bon, ben voilà, moi je me casse. Et puis il m'a laissé deux machines dans les mains, et puis il m'a dit, vas-y, tu vois, lâche pas l'affaire, appelle-moi si t'as un problème, et puis on fait comme ça, quoi. De toute façon, j'avais pas trop le choix, donc je me suis un peu gratté la tête, comme je suis en train de faire maintenant. Et je me suis un peu gratté la tête, et puis j'avais un ami tatoueur aussi à ce moment-là qui m'a proposé de venir terminer le bras de mon pote chez lui pendant les matinées, pendant que lui dessinait, qu'il préparait sa journée. Moi, je pouvais m'installer. Voilà, et ça, c'était Olivier Anthony là, à Strasbourg, qui tatoue encore à Strasbourg. Okay. Merci Olive pour cette opportunité. Et ça a été vraiment le début du reste, quoi. Ça a été vraiment le moment où je me sentais vraiment livré à moi-même et où je me suis dit, bon, c'est pas juste un hobby, c'est le métier de quelqu'un d'autre. Et si tu vas prendre ce métier en main, il faut que tu saches tout, quoi. Yes. Ne sachant pas qu'il y avait tellement de choses à savoir, je me suis mis à vraiment éplucher le truc en mode scolaire, universitaire. C'est-à-dire, dès que j'avais un moment de temps libre, c'était tatou. Et ça, on est vers quelle année à peu près? Là, ça c'était 2009, peut-être. D'accord. C'était un peu étendu sur une longue période, donc c'était pas tous les jours, parce que j'étais encore sur la route en train de bosser, les tournées et tout ça. Donc c'était peut-être 2009. D'accord. Je sais plus exactement, c'est un peu flou parce que entre le dessin, le début de faire le projet de l'avant-bras, d'y aller sur les moments off, de tourner, de coordonner tous les trucs, c'est un peu flou dans ma tête. J'ai pas marqué le début parce que je savais pas que ça allait devenir quelque chose pour moi. Yes. Mais au bout d'un moment, c'était trop sérieux pour ignorer la chose, quoi. Et peut-être en 2010, 2011, je savais que je voulais tatouer, au moins à mi-temps. Et je savais pas comment ça se passait jusqu'à ce que je me pose vraiment dans une boutique, quoi. Et c'était quelle boutique? Alors, je me suis posé, j'ai demandé de pouvoir faire mes tatous parce que, alors, j'ai eu une période aussi
où j'étais clairement un scratcher euh, qui aurait mieux fait d'être encadré. J'étais j'ai arrêté de bosser assez rapidement avec Olivier. J'ai commencé à bosser chez moi, ce que j'aurais pas dû faire. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça après. Toujours dans l'extrême, à essayer de faire le mieux possible, mais à vite se rendre compte qu'en fait, tout seul, tu n'y arrives pas correctement assez rapidement, sans faire de dégâts sur les gens, quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, je me suis vite rendu aux évidences que entre tatouer chez moi, tatouer chez les gens et tatouer sur la route, j'avais pas assez de connaissances pour le faire correctement, pas assez d'expérience. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, si je veux le faire correctement, il faut que je fasse ça dans une boutique. Et du coup, j'ai commencé à chercher un endroit où je pouvais bosser dans un endroit qui était dédié à ça, avec quelqu'un qui pouvait me taper sur l'épaule et me dire mec, fais pas ça. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vois. Et du coup, j'avais eu un ami qui se faisait tatouer dans cette boutique qui s'appelle Graphoderma, qui est encore ouverte à Strasbourg. Et je suis allé voir le boss du shop, Klaus. Et il y avait une ouverture à ce moment-là, un poste à prendre. Et je suis allé voir Klaus et il m'a dit pas de problème, tu commences quand tu veux. Et du coup, je lui ai dit je termine juste ma tournée, je suis là dans 2 mois et je commence sur mon temps libre dans 2 mois. Donc, je faisais un roulement en alternance. Genre, je bossais le matin, je venais ouvrir la boutique. Je faisais mon tatou du matin ou ma séance du matin ou juste j'étais là. Et après, lui, il venait faire son tatou de l'après-midi. Et moi, je reprenais le relais après. Okay. Le tatou du soir et tout ça. Okay. Et ça, c'était sur les moments où je n'étais pas en tournée. Donc, c'était 2 ou 3 jours par semaine. Et au bout d'un moment, je me suis senti obligé de me mettre vraiment, vraiment à 100% dans le tatou et de me poser quelque part. Et du coup, je me suis posé dans Graphoderma à partir du moment où, avec ma chérie, on s'était mis en tête de faire un enfant pour la stabilité de la famille. Ouais. Poser et d'avoir une base vraiment solide, quoi. D'accord. Et du coup, quitter le spectacle et vraiment s'investir à fond la caisse dans le tatou, quoi. Yes. Et du coup, c'est devenu ça en 2011-12. Peut-être, c'était 2012. J'ai commencé à vraiment être très, très investi par le tatou. D'accord. Ouais. Et ok. Et ensuite, alors, parce que je raccroche un peu les wagons, hein, mais... Ouais. Donc c'était déjà, il y a déjà quasi une quinzaine d'années, Graphoderma. Enfin, on va dire... Un peu moins, mais 13-14 ans. Yes. Et t'as fait quelques années là-bas. Comment ça s'est passé ensuite? J'ai fait 10 ans là-bas. Ok. Et il y a eu un gros remue-ménage pendant la période du Covid, là, pour grosse prise de conscience à ce moment-là pour moi de devoir faire un truc plus comme moi je l'entendais, quoi. Yes. Voilà. Être dans un lieu qui n'est pas le lieu de quelqu'un d'autre et être vraiment dans mon truc, quoi. Ouais. Donc j'étais partagé entre... et à ce moment-là, en annonçant mon départ de Graphoderma, JB, mon collègue JB Maglia, avec qui je bossais aussi depuis une dizaine d'années chez Graphoderma, il a dit moi je suis dans cette optique-là aussi, j'aimerais bien avoir un autre entourage professionnel, faire un autre truc, quoi. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va faire comme ça. Et puis, Uncle O, il était aussi dans cette optique-là à ce moment-là, et puis on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et puis, voilà, j'ai commencé à chercher des locaux.
on savait pas si on voulait faire un street shop ou une boutique privée, ou on savait pas. Et puis c'est le côté financier qui nous a mis plus dans la direction du local qu'on a maintenant, qui est plutôt un studio privé, mais qu'on essaye de traiter comme un street shop où tu peux sonner ou appeler et venir te faire un tattoo quand tu veux, quoi. Ouais, et d'ailleurs... La devanture n'est pas celle d'un street shop, mais on prend des walk-in tous les jours de la semaine. Ouais, ça fonctionne comme... C'est comme ça qu'on voit le métier, quoi. Moi, ce que j'ai adoré chez vous, c'est que alors, c'est exactement l'image des shops que j'aime, c'est-à-dire quand je suis rentré la première fois dans mon combat, je me rappelle, c'est toi qui m'as ouvert, et tu avais des références au mur, mais du sol au plafond, avec des beaux dessins dans des cadres, et blindés de bouquins, de références, de trucs, de l'histoire un peu du tatou moderne, quoi. Et moi, j'avais pris une grosse claque à ce moment-là parce que t'as vraiment énormément de connaissances dans le tatou. On peut ça, dire c'est moi-même, c'est JB aussi et Uncle O. On est tous des gars qui ont la tête dans les bouquins. On adore les références en papier. On épluche aussi Internet, mais il n'y a rien de tel qu'un vrai bon bouquin pour avoir la référence sous les yeux tout de suite, quoi. Et puis vous avez une collecte... boutique, c'est des outils de travail, mais il y a encore nos collections qui sont à la maison. Ouais. Et ça va, on a de quoi se référencer, quoi. Et puis, et moi, quand j'ai commencé vraiment à éplucher le tatou, avant même que je sois en boutique, je suis tombé sur, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais que tu ne seras que, et je traduis de l'anglais, tu ne seras que si bon que tes références. C'est-à-dire que si t'as pas mieux dans un bouquin, si tu peux pas faire mieux que ce que tu trouves dans les bouquins, tu peux toujours te replier sur le livre, et si tu peux pas faire mieux que ce que tu as réellement, prends ce que tu as et utilise-le intelligemment pour faire un bon motif, ou au moins diriger un projet dans un certain sens, quoi. Oui, puis c'est toujours mieux de montrer ça à un futur client ou quelqu'un qui essaie d'organiser ses idées. Genre, regarde ce qui est possible, tu vois. Ouais. Regarde ce qui a été fait. Regarde, ça c'est un tel courant du tatou. Ce que tu me demandes réellement, c'est dans ce bouquin-là, ce bouquin-là, ce bouquin-là. T'as telle ou telle référence. T'as carrément... dans ton pays ou même presque dans ta ville, tu as des gens qui font ce que tu me demandes, que tu peux aller voir. Et ça, c'est toujours une richesse supplémentaire d'avoir de la bonne référence, quoi. Ouais. Aussi bonne que possible. Oui, ça rejoint un peu aussi le truc en tatouage aujourd'hui, inventer des nouvelles choses, c'est pas si simple, mais quelle que soit la discipline au final, et on est quand même assez souvent en train de, je vais pas dire, c'est pas peut-être le bon terme, recycler des choses qui ont été faites, mais plutôt prolonger, on va dire, une étude des recherches de choses qui ont été faites. C'est pour ça que aujourd'hui on voit des mecs qui font du trad comme au début du trad, je veux dire, et qu'il y a sans cesse cette envie de le ressaucer, d'y remettre une vibe différente, etc. Enfin, c'est quand même un truc incroyable où on a, justement, c'est super intéressant d'avoir ce point d'accroche dans le passé et de le traduire dans ce qui peut se passer aujourd'hui. Et je trouve ça hyper bien, moi j'adore cette démarche-là, d'ouvrir les livres avec le client, de lui montrer ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment une richesse supplémentaire d'avoir tout à portée de main, quoi. Grave. Et puis, ce que je disais au début, c'est que genre, quand je préparais mon dossier aux Arts Déco, parce que le tatouage m'intéressait et qu'il fallait montrer ce qui t'intéressait et ce dans lequel tu trempais les mains, j'avais pas de référence. J'avais même pas des références, des mots-clés, quoi. Et du coup, ce qui m'intéressait à l'époque, je l'ai vraiment que découvert 10 ou 15 ans plus tard. Ouais. Quand je me suis intéressé vraiment au tatou, comme j'aurais dû le faire. Mais les rapports entre les gens et les connaissances n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Et du coup, t'avances à tout petit pas dans ton coin. Mais c'est aussi bien parce que t'es isolé dans ce qui t'intéresse et tu tournes autour du sujet.
et tu t'épluches le peu de références que tu as, tu les épluches vraiment. C'est pas juste genre, ah, chouette tatou, chouette tatou, chouette tatou. Ouais. Je trouve que à avoir trop, tu t'éparpilles beaucoup. Et si tu arrives à te concentrer sur certaines choses, ben, c'est là où tu deviens vraiment genre plus spécialiste d'un sujet, ou au moins tu connais ça parce que tu as pris le temps tu vois, de vraiment découvrir le travail de un tel grâce à une pochette d'album, pas en surfant toutes les variations possibles de son travail, tu vois. Ouais. Et quand je dis pochette d'album, parce que c'est super important, je trouve, les pochettes d'album, parce que c'était les premiers contacts visuels avec beaucoup de choses pour moi, quoi. Pochette d'album, Maiden, Sepultura, Black Flag, ces trucs comme ça où tu prends plein dans la gueule, mais juste ça, et pas 15 000 trucs que tu as le temps d'oublier, quoi. Ouais, puis il faut recontextualiser aussi à une certaine époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc., comme tu dis, les artworks d'albums, c'était une manière de faire rentrer de l'art aussi dans les maisons. Quand tu n'avais pas l'accès à tout ça, machin, et que tu voyais des belles pochettes d'albums, ouais, ben, c'est clair que ça ouvre des portes, quoi. Ouais, exactement. Ça, plus le fait qu'il n'y ait rien d'autre, tu peux pas avoir du nouveau tous les jours quand tu n'as pas l'outil qui nous permet de faire ça, qui est soit le téléphone, soit la tablette, ou ne serait-ce que l'écran qui te donne du nouveau tous les jours. Ben, en fait, tu reviens sur ce que tu as vu hier et tu redécouvres un détail en plus. Et tu connais ces images par cœur parce que tu les as dessinées, tu les as regardées, hypnotisées pendant des heures, pendant que tu écoutais de la musique, ou que tu lisais le magazine, ou quoi que ce soit, quoi. Et du coup, c'est une manière d'approfondir la répétition. La répétition d'un motif, c'est ce qui fait que tu le connais par cœur et que tu l'as vraiment épluché, quoi. Et toi, c'est pour ça que justement... Moi, au début, quand je me plongeais dans le tatou, ben, je prenais un motif et je le traçais, et je le retraçais, et je le retraçais, jusqu'à ce que je le connaisse, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de le tracer, mais que j'ai besoin juste de le regarder. Ah, mais j'ai oublié les feuilles de machin, comment ça se fait? Ah oui, ok. Tu vois, ou pas comment ça se fait, mais comment la personne là l'a fait. Et petit à petit, hop, on commençait à voir de plus en plus de gens qui font, et de plus en plus de références. Et moi, je suis perdu dans tout ça. J'adore découvrir des nouvelles choses, hein. C'est hyper stimulant, mais je sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de gens qui font des trucs mortels que il y a des jours où j'ai juste plus envie de regarder. J'ai envie de regarder ce que je fais moi, quoi. Et pour ça, les carnets sont très utiles. Tu fais un carnet, tu as fini un carnet, c'est fini, mais tu peux revenir dedans comme ton propre livre de référence. Ouais, grave, ouais. Mais d'ailleurs, par rapport à ton style, toi, je trouve que les designs que tu sors vraiment de ta tête, ils sont hyper intéressants. Déjà, techniquement parlant, on emprunte au trad un petit peu, des trucs un peu plus abstraits, un peu plus graphiques, que tu restitues avec ce code-là, on va dire, mais... T'as quand même un truc un peu psychédélique dans ce que tu fais là, où on voit qu'il y a une synthèse de plein de trucs. Enfin, moi je vois des trucs de trad, je vois des trucs de tribal, je vois des trucs un peu plus expérimentaux, mais toujours sur un format vraiment tatou, des petits motifs à tatouer. Enfin, j'ai vu des gros motifs aussi que t'as fait, comme des gros dos, mais t'as quand même une empreinte, je veux dire, reconnaissable entre mille, quoi. Et ça, c'est méga intéressant. Mais je sais que t'es passé par plein de trucs, en fait, j'imagine. Enfin, t'as expérimenté sûrement plein de choses dans le tatou. Ben, disons que, genre, quand tu bosses pendant 10 ans dans une boutique où t'es un peu exposé à la demande de tout le monde, tu étais obligé de passer par plein de trucs différents. La seule chose que j'ai assez rapidement abandonné, c'était de faire des choses en technique réaliste. Parce que j'étais vraiment pas du tout satisfait de ce que je pouvais proposer. Donc ça, j'ai vraiment commencé à me cloisonner quand j'ai arrêté de faire du réalisme. Et puis, j'en ai jamais fait, en fait. J'ai juste arrêté d'essayer d'en faire. Je pense que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire quand j'ai commencé à tatouer. C'est-à-dire, proposer des motifs géométriques. Les tout premiers tatous que j'ai fait faire sur moi, c'était des motifs géométriques que je voulais voir exister dans le tatou. C'était même carré, voilà.
ça, c'était vraiment les tout premiers trucs. Les premiers tatous que j'ai remplis, c'était un carré sur ma propre jambe, quoi. Utilisé comme zone d'expérimentation pour des petits trucs, comme beaucoup de tatoueurs l'ont fait. Mais surtout, faire vivre ces motifs-là, quoi. Mes tout premiers flashs, c'était des flashs géométriques. Et je les aime bien, ils sont encore assez potables, je trouve, les tout premiers trucs. Et je me suis vite mis à faire du flash parce que faut faire voir aux gens ce que tu proposes. Bah ouais. Pas juste attendre qu'ils viennent te le demander. C'est vraiment, faut donner envie aux gens par l'exemple. Voilà, quoi. On a des moyens assez performants aujourd'hui avec la tablette de mettre en situation un motif sur un corps assez rapide. Une photo, deux photos, un petit copier-coller, puis hop, tu as un motif raisonnablement bien placé sur un bras, ou une jambe, ou un dos, ou n'importe où ailleurs. C'est assez important que le futur tatoué ou tatoué, et eux, puissent se sentir en confiance avec ce qui va se passer quand il l'a jamais vu exister ailleurs. Oui, c'est clair que les outils modernes... modernes, pourquoi s'en passer? Je veux dire, c'est vrai que voilà, si ça peut être une aide et tout ça, on le dit assez Absolument, souvent. Mais il faut utiliser tout ce qu'on a à portée de main. Et d'ailleurs, mais pas sans oublier ce qu'on avait avant, parce que les outils modernes, ils sont faits pour émuler le trait de pinceau, le coup de crayon, tout ça, la tablette, Procreate, tout ça. Y a des gens qui font des trucs ultra bluffants où tu te dis, mais punaise, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait le faire à l'huile ou qui pourrait faire du fusain ou, tu vois, ou carrément les trucs en volume. J'adore. Moi, ça me fait triper parce que tu crées une sorte de réalité qui n'existe pas dans le virtuel, quoi. Grave. Je trouve ça génial. Et en parlant d'outils, etc., moi justement, enfin ça va nous permettre de rebondir sur la suite un peu, c'est que je me souviens t'avoir vu tatouer avec le matos, le matériel. Je me rappelle avoir été frappé par ça que quand je débarquais là, j'avais mon bazar habituel. Et toi, je te vois tatouer avec une petite rotative, avec ce petit manchon, batterie, machin. Je me rappelle, t'avais un problème d'affichage qui te faisait chier. Et genre, pourtant, c'est un truc que t'as acheté sur Internet et tout. Et puis, t'étais là à vouloir l'ouvrir, à regarder et tout. Et je sais, il y a un truc qui m'a frappé chez Neon Cobra que j'aime beaucoup. Et souvent, quand je parle de Neon Cobra, j'en parle. C'est le rapport aux machines. Vous travaillez sur... Enfin, toi, en tout cas, tu les bricoles, tu les règles, tu les machins. Ouais. Et plus c'est affinité... Jock et moi-même, on a un petit coin dans la cave là où on a tout notre merdier là pour bricoler, régler, tuner, assembler, souder, tout. Et ça c'est trop bien ça. Ça c'est des choses qui disparaissent vraiment. Enfin, je connais maintenant peu de shops qui allouent vraiment un espace à ça. Et c'est tellement dommage, putain. Ouais, mais je trouve que, enfin, pour moi, hein, c'est nécessaire pour moi, de toute façon. Avant, je faisais ça dans mon appart. Quand j'ai eu mes 2 premières machines, en fait, elles marchaient pas. Et j'ai dû comprendre comment marchait une machine avant de comprendre comment faire vraiment un tatou. Et du coup, ça a été des heures et des heures et des heures d'auto-apprentissage, de chercher des bouquins, chercher les magazines, Machine Gun, tout ça. JB, à l'époque, je lui disais, je comprends pas le truc machin, il m'avait ramené les Machine Gun. Et chance qu'être, je parle l'anglais, je comprends plutôt bien, et les termes techniques, je les ai piochés de mon ancien taf, donc ça, c'était déjà acquis. Et après, il n'y avait plus qu'à lire et expérimenter, parce qu'il faut pas juste lire, il faut essayer aussi, quoi. Et du coup, tailler des ressorts, c'est tout con, hein, quand tu sais ce que tu fais, mais quand tu sais pas ce que tu fais... Ah oui, c'est... Et surtout quand tu n'as pas le bon outillage. Donc il faut commencer par avoir les bons outils et les bonnes techniques et les trucs, les petits raccourcis qui font que tu te fais moins chier.
tout ça, ça se devine pas nécessairement. Et toi, c'est même aller un peu plus loin parce que je sais que tu fabriques des machines. Est-ce que tu peux nous en parler Ouais, un petit peu? Parce qu'il y a quand même un truc avec, le John ouais. Dix. Actuellement, je fabrique la rotative de John Dix. Je l'ai pas inventée, je la fabrique. Je lui assemble, je fais la partie fabrication du truc, Mhm. des éventuelles modifications ensemble. C'est son outil avant tout, hein. C'est pas ma bécane. Ça, je tiens Mais à le dire. comment ça s'est Mais passé justement cette collaboration-là? alors, Jean Dix, je suis d'abord un de ses clients. J'ai été client assez longtemps pour qu'on se développe une relation amicale et on a sympathisé. Enfin, je peux dire que c'est un ami. C'est même un honneur pour moi de dire que c'est un ami. C'est quelqu'un que je trouve assez génial dans plein de sens. Pas juste du tatouage, mais du côté humain aussi. Mhm. Et du coup, bref, il m'a proposé un jour de l'aider avec les machines et j'ai dit oui tout de suite parce que forcément, je lui en avais acheté plusieurs que j'avais démontées, niquées, tordues. Enfin voilà, j'ai tout cassé plusieurs machines en essayant de comprendre quelle était la magie. En fait, pas énormément de magie, il y a juste beaucoup de réglages et de précision dans ce genre de choses pour faire en sorte que ça marche bien. Et du coup, en comprenant, peut-être qu'il a vu que ça m'intéressait et quand il m'a proposé de prendre le relais à la construction, j'ai dit oui tout de suite, quoi, Mhm. forcément. Et du coup, depuis quelques années, je fais ça. J'ai apporté une ou deux petites modifs au truc parce que enfin, j'aime bien que les choses s'améliorent un petit peu. Et puis maintenant, on a une machine assez intéressante qui marche clipcord, RCA, wireless, avec ou sans cartouche. Tu peux utiliser un faisceau traditionnel, tu peux utiliser une cartouche avec, tu peux utiliser un grip batterie, enfin, tu peux Ouais, tout, c'est hyper tout vraiment terrain, tout quoi. faire. J'ai vraiment utilisé cette machine non-stop pendant presque 2 ans et ça marche bien. Au début, j'étais dans les coils et je n'arrivais pas à faire le passage de l'un à l'autre. Je l'utilisais vraiment que pour du dot Mhm. et de la ligne fine. Et maintenant, j'ai vraiment capté le truc de la rotative, genre direct drive, vraiment. Euh, tout se passe dans le poignet et Ouais. comment t'appliques. C'est vraiment plus un outil d'application qu'une machine qui te fait un truc précis. Ouais, Tu peux faire des lignes, du noir, de la couleur, des dégradés. Tu peux tout faire avec cette machine. Parce que c'est juste un aller-retour. Et il n'y a pas de souplesse. La souplesse, tu la fais dans ta main. ouais. Et c'est là où tu le sens vraiment, quoi. T'es pas dépendant du bog-down d'une bonne d'une bonne paqueuse, par exemple. Le bog-down, tu le fais toi-même dans ta main. Les lignes, c'est pareil, il faut les sentir. Et c'est là où tu commences à vraiment apprendre à maîtriser ton geste pour avoir quelque chose de bien, quoi. Tu Ouais. sens la peau dans ta main gauche en tendant, et puis tu pousses l'encre avec la main droite avec ta rotative. Voilà. Et il y a toujours, moi, la première de ces machines-là dont je me suis servi, je l'avais emprunté à un ancien collègue. Et est-ce qu'il y a toujours ce modèle avec ce système où tu viens clipser la needle bar, tu sais, sur cette espèce de petit téton là Enfin, je me rappelle, c'était pas très intuitif. La première fois que j'ai utilisé, Oui, c'était un peu déstabilisant d'ailleurs. ouais, Mais ouais, c'est sûr. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, hein, ouais, comme tout le reste. Mais c'est sur l'excentrique, la cam, le truc qui tourne, mhm, t'as un roulement. Et le roulement il est presque de la taille d'une manufacture standard de needle bar, mhm, mais un tout petit peu plus grand. Donc ton needle bar, tu dois l'ouvrir, tu clipses, et s'il n'y a pas de jeu, tu es au bon endroit. mhm. Si tu n'as pas de jeu entre le, le roulement et ta barre d'aiguille, bah c'est bon. C'est ce qui fait ton direct drive. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a
Il n'y a pas d'interface entre la chose qui pousse et le bout de ton aiguille. C'est ça, ouais, voilà, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser, c'est que l'aiguille ne fait plus qu'une avec la mécanique en fait, Exactement. ouais, Et c'est d'où le pareil, direct drive. Ouais. c'est pareil avec les cartouches. Au début, je me disais, ah, les cartouches, il y a la contre-poussée de la membrane. Mais en vrai, la membrane, ça rend un peu plus difficile la poussée parce qu'il y a une résistance. Mais tu es toujours en contact. Il n'y a pas de moment où la barre, le push rod, on appelle ça, le push rod qui sert à pousser le bout de la cartouche, et ben en fait, il n'y a jamais un moment où ça relâche. Il y a juste peut-être même un moment où ça revient plus vite. Ah ouais. D'accord. Mais en théorie, et en pratique même, c'est toujours en poussée constante. Oui, parce Donc, que t'as une petite pression inverse au moment où l'aiguille se retire, forcément, parce que t'as la oui, membrane. mais sur les moteurs qu'on utilise, c'est des moteurs qui ont un torque très important. Donc la tenue du magnétisme dans le moteur électrique, la tenue, elle lâche pas. Ça patine pas, si tu veux, quoi. Tu vois, c'est pas un moteur qui est faible, c'est un moteur qui est assez puissant. D'ailleurs, tu peux vite aller trop fort, quoi. Ouais. Mais c'est utile pour des gros mags ou des gros liners. T'as besoin de cette poussée, quoi. T'as besoin de cette force et du fait que sur un moteur électrique, plus tu montes en voltage, plus la tenue de l'arbre du moteur est forte en magnétisme. C'est une main qui ne lâche pas. Tu vois, ça va pas patiner, ça va pas glisser tout d'un coup. Oui. Comme sur des moteurs qui sont un peu plus faibles. Et ces moteurs, tu peux les repérer quand tu fais tourner ta machine à vide et que tu lâches ton faute switch ou que tu coupes le courant. Ben, le moteur, il continue à tourner et puis il ralentit un petit peu. Ça veut dire que les aimants qui sont dans le moteur, ben, ils ne tiennent pas à l'inertie. D'accord. Alors que quand tu as un moteur électrique, tu le mets en courant, tu le mets en marche, il tourne, tu coupes le courant et s'arrête net. C'est-à-dire que tu as des aimants très puissants là-dedans qui ne vont pas glisser, quoi. Ouais. Ça tient l'arbre qui tourne, tu vois. Comme ça qu'on peut voir on peut jauger la différence de qualité d'un moteur. Voilà. Okay. Donc tu as non seulement contrôle sur la vitesse, on n'a pas nécessairement immédiatement, sauf sur certaines alimes qui sont sorties là récemment, que je trouve assez intéressantes, et les très vieilles alimes de laboratoire de chimie. Et en fait, ampérage, voltage, force et vitesse et fréquence, tu ne peux pas nécessairement régler comme ça. Il faut tuner ta machine pour qu'elle aille plus vite. Mais la rotative, tu montes le son, ça va plus fort. Et c'est plus fort en même temps. Ouais, carrément. Pour rester un peu dans le truc des machines, justement, toi, une question que j'aime bien poser, tes premières machines, vraiment, ou, enfin, tu sais, genre, premier outil vraiment de travail, c'était quoi? Alors, mes deux premières machines, c'était celles que m'avait mis dans les mains Fred en partant, là, comme je disais au début, là. C'était une Mikibi. Ok. Et une Robinson et Dixon. D'accord. Et la Robinson et Dixon, je l'ai démontée 1000 fois. Et je l'ai remontée. La dernière fois que je l'ai remontée, je n'y ai plus jamais touché. Je suis arrivé à faire le shader que je voulais avec. La Mikibi, elle est passée par plein de stades différents. Et maintenant, j'ai juste le châssis qui attend. qui attend le jour J. Et après ça, donc ça, c'était mes deux premières machines vraiment que j'ai dû rebricoler un petit peu. Il y en a une, il y avait un condo qui partait en couille, mais je savais pas. J'ai appris un peu plus tard. Et puis l'autre, elle marchait juste pas parce qu'il y avait un faux contact. Mais j'ai réparé ça. Et après, j'ai acheté, grâce à Olive, parce que c'était une époque où il fallait encore être un peu introduit pour acheter les machines. J'ai acheté une 16 Siferi, un fastback shader. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un liner
Mao, Ok. une Roadrunner. Voilà. Et j'ai fait mes premiers pas avec ça. Après, j'ai acheté tellement de machines que c'était ridicule. J'ai acheté tout. Tout ce que je pouvais en me disant faut que je comprenne. La moitié, je les ai niqués parce que je suis un con et que je veux savoir comment marchent les choses. Et en démontant, tu vois, tu retrouves plus la magie d'avant. Maintenant, ça va. Avant, j'y arrivais pas tout de suite, quoi. Tu vois, donc voilà. Je prenais toutes les mesures qu'il fallait, tout ce que j'avais à portée de main pour mesurer. Je mesurais, et puis voilà. Putain, ça me rappelle une sunscreen que j'ai depuis quand même pas mal de temps. Et première machine où je me suis retrouvé justement à vouloir la tuner. Elle marchait trop bien à l'époque et je sais pas pourquoi je me suis senti pousser des ailes ce jour-là. Et j'ai commencé à la bidouiller et là la machine avait plus du tout le même rendu et il s'est passé 10 ans avant que je décide de la reprendre. Et genre, je crois que j'ai peut-être changé un ressort de vitesse, basta, et la machine, et je m'en resserre, là, je m'en suis encore servi hier, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, mais pourtant, entre-temps, j'ai appris, tu vois, mais j'ai fait cette erreur-là aussi de vouloir me dire, alors que j'y connaissais rien du tout, tiens, je vais l'améliorer, quoi. Bien sûr, comme si j'avais la science infuse, tu sais. On fait mieux. Touché par la grâce, tu sais. Plus du tout comme tu voulais. Et là, t'as plus que les yeux pour pleurer et tu te sens con. Et puis, par contre, le truc, quand tu es dans cette situation-là, c'est de pas lâcher l'affaire, tu vois. Tu remets et tu remontes le truc, ou tu refais un nouveau ressort, ou tu montes un autre ressort si tu as un autre ressort. Tu joues avec le tuning, mais moi j'ai joué à ça pendant des heures et des heures et des heures. Ma nana est devenue dingue. Les machines à 2h du mat, c'est bon. Alors du coup, il fallait faire tout doucement, il fallait faire avec le pouce, tu vois, j'ai trop joué à ça. Maintenant ça va, mais ça a mis du temps à arriver à ça pour le sentir. Bien sûr. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai que le tatouage, tu peux te saucer sur les réglages, les machins, les trucs, mais il y a quand même toujours un truc c'est juste une histoire de sensibilité, et ça c'est trop beau. J'en parlais encore hier avec un collègue que on en connaît tous des tatoueurs qui ont des machines hyper mal réglées et qui s'en tapent total, et pourtant ils te sortent des trucs, enfin, trop fort. Mais ça marche. Et ça si marche. Ça marche, ça marche. Ben, c'est ça, quoi. Et faut pas chercher midi à 14h. Si tu connais ton outil et qu'il marche pour toi, c'est pas le gars d'à côté qui va venir. Il faut un certain grammage et certaines vitesses. Ben non, gars, je suis désolé. Pour moi, ça marche comme ça. C'est vrai. C'est que mes tatous sont comme je veux. Ou que je bosse comme je veux. Ou que quand je veux faire un dégradé tout doux, je prends celle qui ne marche pas comme tu veux, mais qui marche comme je veux, moi. Ouais, c'est clair. Et les outils. Je pense que c'est quand tu fais de la peinture, t'as toujours ce vieux pinceau de merde qui est à moitié sec, avec tout un gomme dedans, de la crasse et tout ça, qui fait juste le trait comme tu veux. C'est vrai. Et ça, c'est l'outil, quoi. T'as les calligraphes, ils ont leur petit bout de bambou ou de bois qu'ils ont trouvé par terre, qui fait juste le trait qu'il faut. Et ça, c'est l'outil, hein, on est là-dedans, quoi. Ouais. C'est comme par magie, tu parles d'aiguilles à quelqu'un. Tu dis, waouh, mec, j'ai trouvé ces aiguilles sur le marché, elles sont super géniales et tout. Le gars, toi, tu jures que par ça depuis des années. Le gars d'à côté, il dit, ah non, moi, j'aime pas, c'est de la merde. Ah non, c'est pas de la merde, c'est trop génial. Bah non, moi, j'aime pas. Ouais. Tu vois, donc les absolus, ils sont à prendre avec parcimonie, parce que quand tu dis à quelqu'un, ça, c'est de la balle, bah, c'est de la balle pour toi, tu vois. Bah ouais, c'est clair. C'est la magie du tatouage, un peu, Ouais. Mais moi, je suis un consommateur. Dès qu'il y a un nouveau truc, j'achète, tu vois. Ouais. J'achète. T'es curieux aussi, c'est ça. Enfin... Ouais, je suis curieux, et puis c'est con de devoir acheter, mais finalement, il faut bien essayer quelque part, quoi. Tu vois. Et on va rebondir un petit peu, histoire d'avancer un peu. C'est très intéressant, et limite, je veux dire, putain, on pourrait continuer à en parler pendant des plombes. Rendez-vous demain. Ouais, grave.
Ah oui, quelqu'un. Ah ouais, ok. C'est quoi Non, c'est pas. aujourd'hui ton setup? Ça, c'est une question que j'aime bien poser, quoi. C'est quoi aujourd'hui ton setup de rêve? Tu sais, genre, aujourd'hui, t'as un tatou que tu kiffes, un dessin que tu vas kiffer faire et tout. Donc, Ouais. le plaisir d'arriver, de monter son matos, c'est quoi les faisceaux, les machines que tu montes en ce moment? Et c'est genre, c'est le ride ultime. C'est dur de donner une réponse très précise, mais j'aime bien utiliser plein de trucs différents parce que je suis comme ça. Mais en vrai, mon setup de rêve, mon setup où je me pose pas de questions, c'est j'ai un liner qui est magique. J'ai un liner bobine qui a été construit par Smithy. Chris Smith, mais pas le Chris Smith de Workhorse, un autre Chris Smith des États-Unis. Ok. Donc lui, Smithy. Et il m'a fait un liner un jour qui a été impeccable tout le temps. C'est un liner qui a une belle histoire parce qu'il a été volé dans un cambriolage. Je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu, je l'ai retrouvé. Je l'ai récupéré, j'ai même pas eu à tourner quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est un liner qui a du vécu et qui a fait, sans déconner, des milliers de tatouages, des petits, des grands, des longues sessions, des tatouages de 2 secondes, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le liner que j'adore. En plus, c'est le frame que j'adore, un frame de Suprême. Que ça, c'est un peu mon côté fétichiste du truc. J'adore les Suprêmes. Ok. J'ai ce shader que j'ai eu en tout premier de Robinson et Dixon que j'adore, que j'ai rebricolé moi-même pour faire ce que... Voilà. Et c'est aussi un truc d'affect parce que ça a été une de mes premières machines. Ça a été ma première machine, en fait. Et elle tourne encore. Et puis, la Rota. La Rota qui est infaillible. Ou si j'ai cette petite Rota avec moi, je me sens, tu vois, un peu à l'abri de tout, quoi. Parce que, si t'en as deux, il y en a une qui casse pour une raison, parce que tu la laisses tomber ou parce que quelque chose se passe, t'as toujours ça en backup, quoi. Ça, c'est ta Lada Niva du tatouage. C'est la petite machine qui fait tout, qui va partout. Ouais. Ouais. C'est petit, c'est compact, ça tourne sur une batterie, c'est nickel, quoi. C'est vrai que ton setup léger, là... Pardon. Alors, mon setup, je tiens aussi à dire, là, depuis 2 ans à peu près, je tourne sur une Alim batterie. Et c'est pas mal quand même, tu vois. Ça fait vraiment la différence en termes de constance de flux et tout. Ouais. C'est nickel. Je vais lui faire de la pub parce que je trouve que ça en vaut vraiment la peine. C'est... Merde, putain, et ça y est, j'oublie son nom. C'est Grognon. Ah bon, voilà. Ah c'est oui. Grognon. Fabrique les Alim batteries, un peu comme les Freedom électriques. C'est un truc que tu charges. Ouais. Tu peux tourner avec pendant 2 ou 3 jours. C'est très constant, le jeu est nickel. Tu me fais repenser à ça, mais effectivement, il avait créé ce truc et putain, faut que je vois s'il lui en reste. Parce que ça, c'était assez génial, ouais. Ça, c'est trop cool parce que tu claques ça sur ta desserte et t'as plus de câble dans les pieds. Ouais, t'as un bouton on-off, tu peux mettre un foot switch avec et tout. Et c'est fabriqué ici. Enfin voilà, tu soutiens un gars qui s'intéresse encore aux outils du métier. Grave. Et c'est bien. D'ailleurs, on salue Enguerrand qui, je sais, pris un peu de distance avec le tatouage par rapport à la vie, etc. Mais qui faisait des machines avec je parle au passé, c'est terrible, j'aimerais pas dire ça, mais avec une géométrie vraiment particulière et des outils super intéressants. Moi, j'en ai acheté 2. Alors, je m'en sers assez peu maintenant, mais par contre, ça reste des machines super qualitatives, quoi. Ouais. J'ai vraiment adoré le mec aussi. Le mec est super cool. J'ai rencontré une fois en personne pour lui acheter justement cette allié, mais il était très sympa, très intéressant.
parler un petit peu technique. Et puis, surtout quand j'ai eu un boîtier de la lime à faire sur mesure parce que j'ai un autre poste sur lequel j'utilise le même type d'alim. Il m'a changé un peu la config des boutons et des branchements pour que ça aille vraiment bien, quoi. Et c'est cool, quoi. Il y a pas souvent des gens qui s'adaptent à tes besoins pour te rendre le travail plus facile, tu vois. T'achètes le produit ou pas. Ou alors que si tu peux contacter quelqu'un et dire regarde, j'ai cette idée, est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce que c'est possible, et qui te dit ouais, je te fais ça, et tu fais pas cool, ouais, j'achète. Tu vois, j'ai pas le savoir-faire pour le faire correctement, ou alors ça va me prendre beaucoup de temps et toi tu sais déjà faire, donc je préfère donner mes sous à des gens comme ça, quoi. Bah ouais, grave. Ouais, puis là, il y a de la créativité, enfin, ça, la géométrie particulière avec ces maslots en L, là, enfin, Après, franchement, à l'usage, c'est c'est des incroyable. choses qui font que le métier, il est intéressant si tu t'y intéresses. Bon, Euh, on va tout doucement, ouais. tout doucement aller vers une sorte de conclusion. Il y a une question un peu piège. Je sens qu'elle va nous démarrer encore sur quelque chose et c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu vois, comment tu vois le tatou dans 10 ans? Alors, ça, c'est très rapide en ce moment. C'est dur de voir un peu dans l'avenir. Euh, je, je- j'ai des priorités dans la vie qui font que, genre, pour moi, je dois nourrir ma famille et, euh, et voilà quoi. Donc, moi et mon tatou, je le ferai toujours avec beaucoup d'affection et tout ça. Je ne, je ne sais pas où ça sera dans 10 ans. J'ai pas assez de recul pour dire voilà, il y a eu telle et telle phase, voilà où on en sera dans 10 ans. Je vois qu'en ce moment, ça change à la vitesse de l'éclair, donc c'est très rapide et il faut suivre. Faut suivre, faut pas rester figé dans le passé, faut pas oublier le passé, mais faut faire avec le présent. Le futur, il n'est pas encore là. Donc, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, ce qui va se passer dans 10 ans, pour moi en tout cas. Ouais, ouais. J'espère que le tatou, il aura tenu le coup. J'espère qu'il se sera décrassé de toutes les choses qu'on peut lui reprocher en ce moment. Et donc, tout le monde a un truc à reprocher au tatouage, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'améliorer soi, proposer le meilleur tatou qu'on puisse faire au jour le jour et pas oublier ce qui s'est passé, tu vois, pour pas faire les mêmes erreurs dans le futur. Ouais. Bah, moi, je pense que, enfin, je pense. C'est bien ce que j'ai dit. Non, c'est très bien, mais de toute façon, la réflexion à retenir dans ce que tu dis, et qui est prédominante, hein, et puis parce que on a vu effectivement quelques personnes s'arrêter, des gens très talentueux, etc., etc. C'est triste. C'est terrible, mais de pas forcément réussir à suivre le rythme d'une certaine manière, c'est un peu dur à entendre, mais il le faut. Il le faut parce que c'est pas la société qui va s'adapter à nous, c'est plutôt à nous de devoir trouver, de devoir d'essayer de contenir une forme d'authenticité dans cette espèce de grand tout mondialisé qu'est devenu le tatouage. Il y a tellement de profils différents maintenant, enfin, il faut rester authentique, je crois, hein, c'est un peu ça aussi. Hein, Ouais, faut pas perdre de vue ce que tu veux faire et essayer de suivre. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière toi que tu dois arrêter de courir, tu vois. Et courir, ou alors si tu veux juste marcher, marche. Oui, voilà. Mais trouver son rythme. c'est pas une course, chacun son rythme. Si tu es découragé aujourd'hui et que tu veux arrêter de tatouer parce que ta santé mentale, elle en dépend, ou que ta santé financière, elle en dépend, ou que c'est plus le moment pour toi de tatouer parce que tu te sens plus en accord, ben, c'est pas un reproche, c'est pas une perte, c'est pas... tu vois, il faut que... Il n'y a pas que le tatou dans la vie. C'est dur à entendre pour certains, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ça fait pas de toi un noble ou un dieu ou quoi que ce soit. Hein. Tu es un tatoueur, tu tatoues. Bah, si tu veux plus tatouer, tu arrêtes de tatouer. Si tu t'y retrouves plus, ben voilà. Moi, je me retrouve pas nécessairement dans les trends du moment, mais je les regarde
Il y en a certains que je trouve très intéressants. Mais mon travail, il est autre en ce moment, et mon travail, c'est de créer ou de continuer à créer les visions que j'ai en tête, quoi. Là, j'essaye de sortir du géométrique tant bien que mal, pas par lassitude, mais parce que j'aime bien être stimulé par une nouvelle chose, et j'aime bien j'aime bien suivre un chemin sans forcément avoir de destination, tu vois. Et dans le côté graphique, c'est pareil. Je suis hyper emballé de ramasser un crayon et de faire des doodles dans mon cahier. Mes doodles bleus, là, je les redécouvre à chaque fois que je fais, quoi. Et ça, c'est stimulant. Comme c'est stimulant de découvrir le travail d'un nouvel artiste. Mais par rapport à justement tes dernières productions, on va dire, peut-être l'année qui vient de s'écouler, là, j'ai eu l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais de loin, parce que je te suis sur les réseaux, de temps en temps, tu me poses des trucs en story, et je sais que ça vient jamais de nulle part, et j'ai eu l'impression que tu as eu un truc où tu as vu quelque chose, des formes qui te plaisent, et après, tu vas passer v'là le temps à développer ce truc, ce shape. Et là, en ce moment, c'est des espèces de petites formes, ça me fait penser un peu à des sculptures africaines ou des trucs un peu primitifs comme ça. C'est ça. Et c'est exactement ce que j'ai noté, en fait. De quand tu as commencé à faire ces dessins-là, et là, bah, je le vois juste derrière toi, en fait, il y a une espèce d'énorme toile avec que des flashs. Ouais, c'est trois bouts, trois morceaux. J'habite juste à côté du musée Vaudou à Strasbourg. Oh, yes. Et un endroit que j'affectionne beaucoup parce que c'est un endroit assez exceptionnel. Et aussi, en parallèle à ça, il y a un sculpteur strasbourgeois qui est strasbourgeois, mais qui n'est pas que strasbourgeois de renommée. Mais bref, c'est Harp. Harp, c'est un sculpteur du mouvement surréaliste. Et ça fait fusion tout d'un coup, pouf, comme ça, mi-chemin entre le totem, la poupée vaudou et la sculpture moderne. Ça a donné quelque chose sur un bout de papier un jour, à Noël pour être précis, parce que j'ai reçu un cahier qui était destiné à ma fille, mais je pensais que c'était pour moi. J'ai commencé tout de suite à dessiner dedans, je lui ai fait son cadeau de Noël. Voilà. Okay. Donc, dans ce cahier, il s'est passé quelque chose. Les crayons que j'utilisais, et ça, c'est venu d'un moment où justement je pensais plus tatou, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais assez figé dans mon modus operandi de géométrie, tout quadrillé et tout, parce que c'est aussi un process que j'avais mis en place pour ne pas trop m'égarer. C'était de suivre une trame, toujours suivre une trame. Comme ça, tu as de la constance dans tes motifs. Cette trame mise de côté, je commençais à en avoir marre, en vrai, de devoir suivre des lignes bien précises, des angles bien précis, le noir là, le blanc là, tu vois. Et du coup, hop, lâcher un petit peu prise de tout ça et d'essayer de créer un nouveau truc qui me permettrait de faire plus facilement et de plus honnêtement du freehand quand je dois concevoir un motif à même la peau. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu soulèves là, puisque effectivement, on dirait qu'il y a eu une espèce de contresens des trucs que tu produisais juste avant, plus anguleux, plus mathématiques, et là tout d'un coup, pof, un truc beaucoup plus organique. Complètement. C'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait c'est ce qui manquait dans mes motifs, je trouve. Moi, c'était un gros manque de côté organique au sujet. Et tout autant que j'adore les choses angulaires, j'aime bien avoir un peu de souplesse et pouvoir tordre un peu le motif sans qu'il ait l'air bizarrement tordu, quoi. Parce que quand tu travailles, si tu donnes un peu trop, de souplesse à mes motifs, en tout cas, il y a des gens qui se débrouillent très bien à faire du géométrique souple, comme on dit, avec des... Voilà. Moi, j'avais besoin de faire autre chose. Et je m'y retrouve bien, je suis bien dans ce genre de motif. Yes. Je suis peut-être même très enthousiaste de voir là où ça va me mener, quoi. Parce que là, ça fait que peut-être 8 mois que je me suis mis à faire ces motifs-là, quoi. C'est mon nouveau truc, quoi. Ouais, c'est cool, c'est bien.
Ça fonctionne un peu par période en fait. Hein. Des fois, comme tu dis, ouais, il y a des énergies, des trucs qui sortent et puis ça va te galvaniser pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'il y ait un autre truc qui vienne te sauter à la tronche comme ça et puis Ouais. c'est Et super. j'aime beaucoup m'influencer des artistes en dehors du tatou. Et puis, je trouve que quand tu fais quelque chose et que tu dois t'influencer de quelqu'un, essaye de pas t'influencer de ce que tu es en train de faire, mais Ouais. tu vois, faut voir un peu plus large. Il y a tout un spectre à découvrir qui est ultra intéressant dans tous les arts, dans toutes les musiques. Il y a Grave. toujours, la musique, ça joue un rôle ultra important aussi dans la création d'un motif à mesurer, mais dans un mood, dans une certaine vibe. Et je me retrouve autant dans la musique africaine que dans la techno ou le métal, ou surtout la musique électronique. C'est vraiment quelque chose qui me rythme et qui me pousse au cul quand je sais pas quoi faire. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir une pensée intrusive là d'un t-shirt néon Cobra que tu m'as offert qui est Ouais. orange fluo. Ouais. Qui est impossible à porter, Eric, impossible. Mais je l'ai parce qu'il est dans ma collecte, mais tu sais, mais moi, j'arrive pas, tu vois. Mais je me dis, putain, mais ça me fait penser à Free Party, en fait, direct. Il y a un truc où... Techno, gars, ou comme Anko, il aime bien dire la DDE, tu vois. Ouais. Donc, si tu dois, au lieu de sortir un chasuble sur l'autoroute... Ouais, tu peux tenir ça, ouais. Voilà. T'as le t-shirt avec les serpents dans le dos ou avec le yin-yang géométrique? C'est le yin-yang géométrique. Voilà, ok. Donc c'est gris devant et... Ouais, c'est okay. Ça. J'aurais dû faire en bande reflète, tu vois. Ça aurait été cool. Ah ouais, ça aurait été drôle. Je vais y aller mollo sur le orange fluo. Non, mais en vrai, il est original. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un atout vestimentaire. Ah, mais bien sûr. Au lieu d'avoir le énième t-shirt noir. Ah, mais ça, c'est clair que... Ouais, dans toute ma collecte de t-shirts, lui, tu sais, il est rangé quelque part, mais je peux pas passer à côté, quoi. Il est... Ouais. Et suis une autre voie, mec. Grave. Aujourd'hui, orange. Open doors. Allez, on va tout doucement finir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont les événements à venir? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es en train de bosser? Des expos, conventions? Qu'est-ce qui va se passer là? Écoute, je me remets tout doucement à la peinture. Il faut que, pour des raisons professionnelles, ma peinture ne soit pas complètement à part de mes tatous. Donc, je travaille une série de petites peintures qui vont servir de flash voilà, quoi, sur mon temps libre. Je me remets à peindre et ça me fait beaucoup de bien. Mais c'est toujours avec une optique tatou. À part ça, j'essaie juste de moins voyager, moins me déplacer, moins être absent de la maison. Les envies sont toujours présentes d'aller ailleurs et de découvrir des gens. Mais ma grosse envie en ce moment, c'est de plus participer à ma famille, quoi. C'est important pour moi et puis je trouve que ça me donne une satisfaction personnelle que rien d'autre ne peut m'apporter. C'est important aussi d'être bien dans ses bottes pour proposer de l'art. Je suis pas un artiste torturé. J'ai besoin de stabilité pour suivre mon cours, tu vois. Bah ouais. Donc voilà quoi. Et j'espère que tout le monde trouvera de la stabilité parce que on est dans un moment où il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre de l'espoir. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas que le tatou dans la vie. Faut se concentrer sur les choses qui sont essentielles. Et ça, c'est la santé, l'entourage, être bien, quoi. Et surtout, pas hésiter à parler des problèmes avant qu'ils prennent le dessus. Grave. C'est vachement important d'avoir un mot honnête et de trouver les bons mots aussi pour pas froisser les gens. Ben, je trouve que c'est une parfaite conclusion pour mettre un terme à cet épisode. Ça fait 1h20.
Je pense que t'es le plus long épisode que j'ai fait depuis le début. Et je sais qu'on aurait pu continuer à bavasser comme ça pendant des heures. Et, en tout cas, merci Eric Avec grand d'avoir pris le plaisir. temps. On salue Gigi, mon amie avec qui on fait le podcast et qui est derrière tout ça. C'est elle, la petite voix off qu'on entend au début. C'est elle qui Salut, fait c'est elle qui fait tout le sale boulot d'une certaine manière. Merci à elle et merci à vous de nous soutenir encore. Et à bientôt. et ben à bientôt. Merci beaucoup. Ciao Eric.